disent les derniers chiffres de l'Observatoire CSA Crédit Logement? On en parle tout de suite avec Michel Mouillard. Bonjour Michel. Bonjour Ariane. Comment se porte le marché du crédit immobilier? La publication de l'Observatoire Crédit Logement CSA, qui est intervenue ces derniers jours, nous rappelle que les taux continuent à s'effriter. En août, les taux des crédits immobiliers hors assurance, hors garantie, étaient à 17% en moyenne dans le secteur bancaire. Bon, au mois de juillet, nous étions à 20%, donc une petite baisse qui annonce simplement que nous avons probablement atteint les niveaux les plus bas et qu'à l'avenir, nous allons peut-être encore voir quelques points de diminution d'ici l'hiver, mais nous descendrons probablement pas sous les 1,15% et encore moins sous les 1,10%. Donc bon. Pas grand chose à espérer du côté baisse des taux d'intérêt. Si on veut emprunter, c'est maintenant. Non, emprunter, c'est pas seulement le taux d'intérêt. Là, il y en a qui commettent beaucoup d'erreurs en ne parlant que de cela. Emprunter, c'est aussi voir quelle est la durée sur laquelle on peut contracter le crédit. Les durées sont élevées, très élevées. Elles sont elles aussi stabilisées depuis le mois de mai à peu près. Et nous avons là-dessus une situation qui permet à des ménages qui sont des ménages qui ont besoin de durée longue pour rentrer dans le marché, de trouver les financements pour réaliser leur opération. Donc les taux, oui, les durées, mais taux et durée, encore une fois, c'est même pas suffisant à eux seuls. Si nous étions sur les taux d'apport personnel qu'on connaissait au milieu des années 1980, le marché il serait moitié moins que ce qu'il est aujourd'hui. Rappelons qu'au milieu des années 1980, nous étions sur des taux d'apport personnel de 32%. Aujourd'hui, au mois d'août, nous étions sur des apports personnels, des taux d'apport personnel de 14%. En moyenne. Et nous avons une grosse partie de la production qui se fait à des taux d'apport personnel sous les 10% et même avec quelques petits pourcents simplement. C'est cela qui donne au marché toute sa vitalité. C'est cela qui permet à la demande de rentrer sur le marché. Alors pourquoi est-ce que les banques prêtent avec si peu d'apport personnel? Alors les banques prêtent simplement parce qu'elles ont les liquidités, elles ont la possibilité de financer les prêts nouveaux. C'est toute la stratégie que la Banque Centrale Européenne poursuit depuis quelques années déjà. La Banque Centrale Européenne non seulement facilite le refinancement avec des taux qui sont des taux tout à fait attrayants pour les établissements, mais la Banque centrale inonde aussi de liquidités les marchés. Et les établissements de crédit ont ce qu'il leur faut pour prêter. De ce point de vue-là, nous ne sommes plus dans la situation des années 2008-2009, où les banques ne pouvaient pas prêter, non pas qu'elles ne le voulaient pas, mais elles n'avaient pas les ressources nécessaires, elles ne trouvaient pas les liquidités sur les marchés. Aujourd'hui, les banques ont ces liquidités. Les banques donc prêtent à qui veut bien réaliser, enfin, les banques prêtent à qui pourra réaliser un projet et qui aura nourri son projet. Maintenant, voyons bien que la situation qu'on connaît, que ce soit en termes de taux, en termes de durée, en termes d'apport personnel, est une situation qui ne va peut-être pas durer. Pas que les établissements de crédit n'ont pas l'intention de poursuivre, mais les établissements de crédit sont confrontés à des discours contradictoires, que ce soit le discours du gouverneur de la Banque de France, de la CPR, donc l'autorité de régulation du marché, ou des autorités monétaires européennes. On dit aux banques qu'il faut qu'elles prêtent pour soutenir, pour relancer l'économie. Ce qu'elles font maintenant depuis 2 années, 3 années bientôt. Et puis d'un autre côté, on agite un discours qui est un discours
pas très agréable en leur reprochant une progression trop rapide de l'encours des crédits immobiliers. Donc ça signifie que d'un côté on dit aux banques prêtez, et puis de l'autre côté on leur dit mais vous voyez un peu, ça va trop vite. Donc de ce point de vue-là, les établissements se trouvent dans cette situation où ils vont peut-être commencer progressivement à réviser leur stratégie. D'ailleurs, voyons bien que les autorités monétaires françaises ont depuis l'été 2018 commencé à relever d'un petit peu à chaque fois leurs exigences en matière de fonds propres. C'est-à-dire que les banques doivent provisionner un peu plus qu'elles ne le faisaient auparavant. Mais cela n'est rien encore, parce que ce qui va arriver, c'est la mise en œuvre d'abord définitive de BAL 3, et puis c'est la mise en œuvre de BAL 4. Et donc ça signifie que pour BAL 4, par exemple, les établissements de crédit qui prêtent avec des taux d'apport personnel trop bas vont se trouver contraints de constituer des fonds propres supplémentaires. Ils seront d'autant plus pénalisés au travers de l'exigence de fonds propres qu'ils prêteront à des ménages jeunes, modestes, sans apport personnel. En gros, soyons clairs, c'est 50% du marché aujourd'hui. C'est ce qui a fait, c'est ce qui explique le dynamisme, par exemple, du marché de l'ancien depuis 2 années maintenant. Quand on regarde l'évolution des transactions, des achats de logements anciens par les ménages, entre 2015 et aujourd'hui, 80% de la hausse, je dis bien 80% de la hausse, s'explique par l'arrivée de ménages qui ont 10% ou moins de 10% d'apport personnel et qui n'ont pu rentrer sur le marché que parce que les établissements de crédit ont assoupli ce qu'on appelle les conditions d'octroi, donc les apports personnels exigés. Si demain on dit aux établissements de crédit qu'il faut éviter de continuer à prêter à ces ménages, n'imaginons pas que les banques continueront à leur prêter. Généralement, les banques font ce que les autorités monétaires leur conseillent, parce que les autorités monétaires ne font pas preuve de pression, mais elles savent orienter les décisions des établissements bancaires. À quel calendrier, à quelle échéance vous voyez cette orientation? Alors déjà, depuis le mois de mai dernier, les taux d'apport personnel ne baissent plus. C'est vrai dans le neuf. Depuis mai dernier, les taux d'apport personnel restent plats dans le neuf. Souvenons-nous que c'est ce qui a permis la baisse des taux d'apport personnel dans le neuf, d'amortir les conséquences de la dégradation du prêt à taux zéro en zone C et en zone B2. C'est ce qui a permis aux ventes des constructeurs de maisons individuelles de remonter. Et on est émerveillé par la progression des achats de logements anciens par les ménages. Je rappelle, LPI nous a montré que les mois d'été ont été exceptionnels en la matière, mais les ventes des constructeurs de maisons individuelles au mois de juillet ont progressé aussi de manière exceptionnelle. Plus de 15% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas rien. Et si cela a été possible, c'est parce que les taux d'apport personnel avaient baissé. Maintenant, depuis le mois de mai, les taux d'apport personnel ne baissent plus, ils restent à niveau, dirons-nous. Donc, un des moteurs de soutien de la demande, c'est enrayé et on s'attend d'ici l'automne, l'hiver, à ce que ces taux d'apport personnel remontent un peu. Mais dans l'ancien, les taux d'apport personnel ont d'ores et déjà commencé à remonter doucement. Bon, ça ne signifie pas que du jour au lendemain, on va avoir un grand effondrement, non. Ça signifie simplement que le moteur principal du dynamisme des marchés, aujourd'hui, commence à ralentir fortement et va arriver à l'arrêt. Quand
on est à peu près assuré, si on regarde BAL 4, le calendrier de mise en œuvre, que 2022, c'est clair. Mais ça, c'est le calendrier officiel. Mais beaucoup d'établissements vont prendre les devants progressivement. Ils vont commencer à relever leurs exigences. Donc, ça signifie que on va bien finir l'année 2019. On aura une année 2020 qui sera une année de 2020, très probablement d'hésitation, de légère dégradation. Puis après, on verra.